Bonsoir à tous, on se retrouve comme d'hab dans votre magazine d'actu, culture et société tous les mardis 19h, 21h sur Move. Moi c'est So Spencer, votre go, so sweet, so chill. On est là pour débriefer de l'actu avec les filles. Alors comme tous les mardis, venez passer 2 heures agréables avec nous. Vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder sur move.fr. Comme d'hab, je suis avec Florence et Laïla. Salut. Aujourd'hui, c'était l'émission à ne pas rater ce jeudi sur France 2. Complément d'enquête sur l'animateur phare de TPMP, Cyril Hanouna, a rassemblé combien ? 3 millions de téléspectateurs, un record historique d'audience pour France 2. Entre déclarations sur ses techniques de travail, ambiance toxique et secrets financiers, on a aussi pu en apprendre davantage sur la place de Vincent Bolloré, l'homme à la tête d'un empire médiatique. Peut-on faire confiance aux médias quand on sait qu'ils sont tenus par des milliardaires ? Les émissions de divertissement sont-elles un danger pour le débat politique ? Ce seront nos premières questions du jour. On va parler musique, un sujet qu'on affectionne particulièrement ici. Les fans de rap l'ont très certainement déjà écouté. Gazo et Tiakola ont sorti leur premier projet commun intitulé La Mélo et Gang. Idem pour Taïk et Dadju qui s'apprêtent à nous dévoiler leur projet Héritage. En ce moment, bon, c'est la mode. Si les projets communs entre artistes francophones ne datent pas d'hier, ils ont pourtant encore du mal à s'imposer auprès du public. C'est quoi le secret d'une collab gagnante ? Par la même occasion, on va se demander comment le featuring est devenu un pari aussi récréatif que lucratif pour les artistes. On va rester aussi dans la musique, mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux paroles qui peuvent être utilisées comme pièces à conviction lors de procès. Vous m'avez bien entendu. Actuellement jugé pour crime organisé, le célèbre rappeur américain Young Thug voit ses chansons décortiquées par les procureurs parce qu'apparemment, elles constitueraient des aveux de culpabilité. Ça a aussi été le cas en France en septembre dernier lors du procès des MHD. Lui, il avait été, Young Thug, cette année, est jugé aux côtés de plein de membres qui sont accusés. Alors, on verra si ces paroles peuvent être prises comme des pièces à conviction. Pour finir, on va s'intéresser à la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU actuellement en cours à Dubaï. Son objectif premier, c'est de discuter de l'abandon progressif des énergies fossiles, mais avec à la tête de l'événement Sultan Al-Jaber, qui est aussi le patron de la compagnie pétrolière, rares sont ceux qui y croient. Dubaï est-elle vraiment la meilleure ville pour traiter ces problématiques climatiques ? Quelles sont la place des lobbies dans la COP28 ? Tout ça et bien plus encore, c'est dans La pluie et le beau temps, épisode 15. C'est parti. La pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps. Alors c'était un score énorme pour la diffusion d'un documentaire en deuxième partie de soirée. Complément d'enquête spécial Cyril Hanouna présenté par Tristan Walek a pulvérisé les records d'audience jeudi dernier. On parle d'un score de 3 millions auparavant détenu par l'émission concernant Patrick Poivre d'Arvor qui avait fait 1,7 million de téléspectateurs en avril 2022. Alors 3,03 millions de téléspectateurs, c'est juste énorme. Il y avait 3 millions de personnes qui attendaient d'en savoir plus sur les backstage de TPMP et les coulisses. C'était un événement. Est-ce que t'en faisais partie ? Mais bien sûr, quelle question. Est-ce que vous aviez choisi une tenue ? J'avais choisi mon outfit of the day, of the night. Exactement. Moi j'ai fait un make-up spécial, j'attendais. Et les gens en fait, ils voulaient en savoir plus sur les coulisses de sa carrière, les coulisses de la carrière de l'animateur phare Cyril Hanouna. Et du coup, dans la tranche horaire de sa diffusion, 32% des téléspectateurs français ont regardé l'émission et 52,2% des 15-34 ans ont regardé, dont nous, bien sûr. Ouais. Alors là, c'était vraiment, comme t'as dit Leïla, l'événement du siècle. Moi, perso, j'avais mes chips. J'étais concentrée comme jamais. Soirée enquête, mais vraiment sur France 2. Enquête and chill. C'est ça. Soirée France 2. Je vous passe un petit extrait de Cyril Hanouna qui a été arrêté par la journaliste Virginie Villard, juste ici en plus, en bas de nos locaux de Radio France. On a eu beaucoup d'anciens salariés au téléphone qui disent que c'est très difficile de travailler avec vous, qu'ils dénoncent une ambiance toxique. Il y en a qui disent que c'est l'enfer, que vous avez des méthodes compliquées. Si vous prenez des gens qui... Je vais vous dire, il y a des gens qui travaillent avec moi depuis 25 ans qui sont encore là. 25 ans, j'abuse, ça fait pas 25 ans que je travaille avec moi depuis 15 ans qui sont très contents. Si vous prenez des gens avec qui on a arrêté de travailler et des gens qui ne correspondaient pas à ce qu'on recherchait, forcément, ils vont dire du mal de vous. Mais ça vous surprend ce que je vous dis quand il y a des gens qui disent qu'il y a un climat de peur, un climat toxique. C'est la première fois que vous entendez ça ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit ça ? Non, jamais. Je vous jure, mais franchement, jamais. Franchement, jamais. Trop mignon. Trop mime, ça, Radio France. En tout cas, au-delà de cette enquête sur les conditions de travail de ses salariés, entre confidences anonymes et témoignages de soutien, notamment de son amie de longue date, Valérie Benaïm, on sait, y a eu plein d'autres choses qui ont été dites. On sait que la chaîne C8, où est diffusée l'émission TPMP, fait partie du groupe Canal+. Canal+, c'est une filiale de Vivendi depuis 10 ans. Et à qui appartient Vivendi ?
Vincent Bolloré. Vous inquiétez pas, Florence est là pour nous expliquer qui il est. En tout cas, en 2021, Vivendi a aussi racheté le groupe Prisma. Et Prisma, c'est la presse écrite comme Voici, Gala, Télé Loisirs, entre autres. Bref, ce sont des magazines qui sont friands d'infos de télé et de people, comme nous, bien sûr. Ouais. Et du coup, selon complément d'enquête, les journalistes du groupe Prisma auraient reçu pour consigne de s'auto-censurer sur le cas Hanouna. Si je vous fais un raccourci, tous les médias détenus par Monsieur Bolloré seraient en fait contrôlé d'une main de maître. Alors, ce qui a rendu ce documentaire encore plus croustillant, je suppose, pour les 3 millions de téléspectateurs, forcément, c'est l'intervention de B2O, du rappeur Booba, qui s'est exprimé au sujet de Vincent Bolloré. Est-ce que vous avez un message à adresser à Vincent Bolloré ce soir ? Si j'avais un message à adresser à Vincent Bolloré, oui, je lui dirais de se débarrasser de Morandini, de Pascal Praud, de Cyril Hanouna, et je lui demanderais de rétablir le vrai journalisme et d'arrêter toute cette mascarade, parce que je trouve que c'est un fléau, et à chaque fois qu'on allume la télévision, c'est rempli de mensonges et de propagande, et que la France est en train de couler pour moi. Carrément, la France est en train de couler. Alors Flo, est-ce qu'avec toutes ces déclarations, on peut estimer qu'on peut encore faire confiance aux médias traditionnels ? Écoute, l'opinion des Français est mitigée en tout cas. Pour 57% d'entre eux, il faut se méfier des médias dits traditionnels, notamment sur les grands sujets d'actualité, selon le dernier baromètre Kantar. Et c'est une tendance qui est à la hausse en fait. Et c'est presque une spécificité française puisqu'on fait partie des pays qui ont la plus grande défiance. En fait, on est plus exactement au 41e rang sur 46 pays étudiés. En dépit de ces chiffres, le média le plus utilisé reste la télévision, mais Internet connaît une énorme progression. Pour 43% des 18-24 ans, du coup largement habitués aux plateformes, etc., c'est même la première source d'information. Est-ce que vous comprenez, les filles, cette défiance, et qu'est-ce que ça vous fait en tant que journaliste, du coup, d'entendre ça et de se dire que la confiance est un peu morte, quoi ? Ça me fait mal. Parce qu'on n'est pas tous des menteurs. Nous on a cette chance justement d'être sur Radio France et c'est le service public, donc forcément ça change. En tout cas, nous on n'est pas censurés, nous et même il y a ce truc de se dire c'est trop nul de faire un métier qui a aussi mauvaise réputation et un métier duquel on se méfie, alors que justement non, nous on essaie de taffer, de découvrir. En fait notre métier c'est juste d'être curieux. Exactement. Et transmettre en fait, mais moi je comprends tout à fait, d'autant plus que les raisons évoquées, c'est le manque d'objectivité supposée et une trop grande concentration des médias, et en effet c'est quelque chose de problématique de conscientiser qu'en fait c'est une poignée de milliardaires qui les détiennent, et parmi eux du coup le tout puissant Vincent Bolloré. Donc lui c'est la 14e fortune de France, il pèse 9 milliards d'euros. Ça donne le vertige, et ce qui diffère des autres milliardaires en possession des médias, c'est que en fait, ils pèsent pour leurs intérêts, quand Vincent Bolloré, lui, pèse pour ses idées plutôt. Et notamment la défense d'un Occident chrétien. Donc il y a une dimension politique et spirituelle, dont d'ailleurs il se cache pas. En fait, il est nationaliste et dans une branche assez dure du catholicisme, et forcément, ça a des conséquences. C'est ça, des conséquences directes sur ce que lui, il possède. Ouais, c'est ça. Son empire est désormais tellement conséquent qu'il a fallu plus de 6 minutes au rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale David Assouline pour citer l'ensemble de ses actifs. Donc en fait, il détient entre autres l'agence de communication Havas. Donc il a une influence sur la publicité en passant par l'institut de sondage CSA, mais aussi des salles de spectacle comme l'Olympia. Il a également des maisons d'édition de sa filiale Editis, c'est-à-dire qu'il joue aussi sur la manière dont on éduque nos enfants par exemple. Puis bien sûr des chaînes de télévision telles que Canal+, C8, du coup CNews, anciennement iTélé, les magazines Prisma, tu le disais tout à l'heure, donc comme Géo ou Ça m'intéresse, les jeux vidéo du Gameloft, Dailymotion, une part importante de Lagardère aussi, incluant le Journal du Dimanche, Europe 1 et Paris Match entre autres. T'arrives à respirer là? C'est long, c'est super. Ça va pas durer 6 minutes, vous inquiétez pas. C'est 90% des ventes de quotidiens nationaux vendus, 55% de l'audience des télés et 40% de celle des radios. Bref, c'est hallucinant, c'est beaucoup de choses. C'est un truc de ouf. On a cru qu'elle allait jamais s'arrêter. Mais ouais, c'est trop là. Du coup, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire que les médias sont libres avec tout ce que tu viens de nous citer? En fait, pour une rédaction, appartenir à un oligarque, ça signifie pas forcément perdre son indépendance éditoriale. On peut prendre l'exemple du Monde, puisque le quotidien n'a jamais hésité à enquêter
enquêter sur ses actionnaires et sur leur lien avec le pouvoir politique. Mais dans le cas de CNews, par exemple, le pluralisme interne n'existe plus. Et le même mouvement s'est produit en quelques mois sur Europe 1 après une importante grève, parce que concrètement, Bolloré a la capacité en fait de s'impliquer directement dans la ligne éditoriale en plaçant un nouveau rédacteur en chef et en supprimant des émissions phares, en gros. Et c'est une influence qui est indirecte, en fait, basée sur le fait de placer des personnes de confiance, les fameux Bolloré Boys. C'est trop mignon, hein. Genre à entendre, c'est chou. Mais les journalistes se retrouvent alors face à un dilemme, c'est accepter ou partir. Patrick Cohen, ancienne figure d'Europe 1, s'exprimait à ce sujet. Je vous balance un extrait de l'émission C'est dans l'air. Le modèle qui est en train de gagner aujourd'hui et qui a gagné pour une part aux États-Unis, on en a vu les effets, c'est tout autre chose. C'est celui qui cherche à produire non pas de l'information et de la connaissance, mais au contraire à créer des controverses. Et pour lui, en fait, la radio se transforme en un média d'opinion, finalement. Du coup, l'opinion se situe à droite. Ouais, totalement. La stratégie marketing, c'est l'art du dérapage, en fait. Pour faire le buzz, une stratégie qui a même permis l'émergence d'un candidat, Éric Zemmour, via CNews, du coup, au même titre que Fox News l'avait fait avec Donald Trump, justement. Ce qui est dangereux, c'est que l'influence de Bolloré se fait pas finalement sur la population, mais sur la représentation des partis qu'il met en avant. Je crois qu'on peut parler de manipulation. D'ailleurs, une chercheuse du CNRS a montré qu'en septembre et décembre 2021, 53% du temps d'antenne politique de Touche pas à mon poste était consacré à l'extrême droite, contre 22% pour la majorité présidentielle et seulement 7% pour la gauche. Et évidemment, ça participe à la banalisation de l'extrême droite. Qu'on regarde, qu'on écoute ou pas, ça met sur le tapis des sujets qui structurent le débat politique et qu'on le veuille ou non, tout le monde en débat. En fait, même les autres médias et tout le monde en parle autour de soi, même les gens qui en font pas une priorité. C'est une question un peu dure, mais est-ce que pour vous, la droitisation du coup des médias, ça explique la grosse progression là, des idées d'extrême droite en France, Leïla? Pour moi, ouais. Pour moi, dans le sens où on a commencé à donner des tribunes à des gens qui de base n'en avaient pas tant que ça. Et mine de rien, ça a diffusé des idées qui, je trouve, n'ont rien à foutre. Ouais, et les légitimer ici, en plus. Alors moi, je dirais que ce ne sont pas les principaux responsables de l'enracinement de l'extrême droite en France, parce qu'il y a quand même eu des causes qui sont les crises politiques, économiques et sociales, tu vois. Par contre, oui, effectivement, les médias contribuent grandement à la banalisation de l'extrême droite. Là, tu viens de citer l'exemple de Zemmour en 2021. C'est quand même ouf que l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la consommation audiovisuelle et numérique, et dit que TPMP avait consacré 53% de son temps de parole politique. Enfin, mais le cas de Zemmour, il est rigolo parce que je trouve qu'il y a eu une euphorie autour de ça où tout le monde s'est dit il va avoir des scores hyper élevés. Et finalement, non. Enfin, il y a un effet de. En fait, moi, mais c'est juste vu qu'il y a de l'audience, on se dit putain, en fait, ils sont super populaires. Mais justement, il faut leurs pas, idées, elles font adhérer et tout. Pour le coup, ils ont vraiment réussi leur buzz. Ouais, mais il faut pas confondre audience et électorat, justement, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui regardent peut-être avec un avis critique ou pas, mais qui vont pas forcément céder à ces idées-là. Encore heureux, j'ai envie de dire. C'est clair. D'ailleurs, en parlant d'électorat, Vincent Bolloré a aussi racheté le JDD via le groupe Lagardère. Donc lui, en fait, en arrivant, il a voulu imposer un rédacteur en chef d'extrême droite. Un Bolloré Boys. Un Bolloré Boys qui s'appelle Geoffroy Lejeune. Lui, il vient tout droit du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Ce qui s'est passé, c'est que les journalistes du JDD ont fait une grève de 40 jours quand même. Et d'ailleurs, la gauche s'est aussi montrée solidaire à la rédaction du JDD, puisque selon eux, placer quelqu'un d'extrême droite à la rédaction peut avoir des conséquences lourdes et dangereuses pour la liberté de la presse. Mais malgré ce mouvement sans précédent, l'arrivée de monsieur Lejeune à la tête du journal a bien pris effet le 1er août 2023. Est-ce que c'est peine perdue ? Telle est la question. On revient ensemble sur le complément d'enquête dédié à Cyril Hanouna jeudi dernier. Une émission qui a comptabilisé près de 3 millions de téléspectateurs. C'est juste un record historique d'audience pour l'émission présentée par Tristan Walek. Tout au long de la première partie, on s'est intéressé à la confiance qu'on peut ou non placer du coup dans les médias dits traditionnels. J'entends par là la presse écrite, la télé, la radio comme nous, évidemment. Mais vous pouvez nous faire confiance, bien évidemment. Surtout quand on sait que beaucoup sont gérés par des milliardaires, à l'instar de Vincent Bolloré qui détient la chaîne sur laquelle TPMP est diffusée. Flo, tu nous as expliqué son empire médiatique et surtout on se disait que dans la gestion de ces médias, il y a une vraie dimension politique et spirituelle. On sait tous qu'il est de droite avec des valeurs catholiques et contre le wokisme. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que le wokisme, c'est un terme qui désigne le fait d'être réveillé face aux discriminations ethniques, sexuelles, sociales ou religieuses. Et il y a un humoriste qui se cache pas du tout de résister à l'empire Bolloré, c'est Edgar Rive qu'on écoute tout de suite. Les médias ne peuvent plus être neutres parce que ils appartiennent pour 90% pour la plupart à des milliardaires, à des privés.
D'accord? Et sinon, ceux qui sont pas privés, c'est l'État qui les paye. Donc t'as plutôt intérêt à dire que Macron c'est un beau gosse. Parce qu'il se peut que les subventions disparaissent du jour au lendemain, sinon. Tu vois ce que je veux dire? Donc le problème, c'est que Vincent Bolloré ne devrait pas avoir une chaîne de médias. Comme ça, au moins, on pourrait arriver et dire Vincent Bolloré. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est pas Vincent Bolloré, c'est qu'il a une chaîne de médias. C'est ça le problème. Parce que si tout le monde à ce jeu-là a une chaîne, toi et moi, on pourra jamais dire ce qu'on veut nulle part. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Internet marche si bien. Parce que sur Internet, on dit ce qu'on veut. C'est vrai, c'est vrai. Bon alors, Garib il est remonté et là c'est vrai qu'il soulève un fait. Il dit si on avait une chaîne de médias on pourrait arriver et dire ce qu'on veut. Du coup je suppose qu'il veut dire qu'on ne serait pas vraiment dirigé, même au niveau politique. Et alors je l'ai dit, hein, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, donc c'est l'ARCOM, a épinglé plusieurs médias dans un rapport sur le temps de parole des personnalités politiques en 2021. Tout à l'heure tu l'as dit aussi Flo. Et dans ce rapport, ce qu'on a su c'est que c'est TPMP qui a consacré 53% de son temps d'antenne politique à Éric Zemmour. TPMP, c'est THE programme d'infodivertissement par excellence. Du coup, moi, j'ai une question pour toi, Leïla. Est-ce que ces émissions de divertissement constituent un danger pour le débat politique ? Alors, pour moi, oui. Mais bon, depuis les années 80, du coup, les programmes qui mêlent divertissement et info se multiplient un peu sur nos écrans. Et en fait, ils cherchent de plus en plus à se réinventer chaque année pour attirer le plus d'audience possible. Mais ça commence à poser problème parce qu'en fait, ils remplacent l'information sérieuse et la discréditent tout simplement la vie politique. Par exemple, on a l'émission donc TPMP qu'on va pas arrêter de citer ce soir. Tiens donc. Mais du coup, qui est présentée par Cyril Hanouna, qui, je le rappelle, n'a rien d'un expert, a commencé en faisant des pranks sur des plateaux télé. Bref, aujourd'hui, il se retrouve à organiser un débat public quotidien en offrant du coup une tribune aux figures les plus problématiques. Ou même dans des débats dans lesquels il donne la parole à tout le monde, il nous fait croire que toutes les paroles se valent, et tout ça sans apporter de nuances et des fois même sans apporter de vraies infos. Ou des informations vérifiées. Et après, il n'y a pas que ça comme programme du genre. On a par exemple On n'est pas couché, présenté par Ruquier, Quotidien, ou encore Le Divan, présenté par Fogiel. Et ça, c'est de l'infodivertissement aussi. Mais en fait, au fur et à mesure des années, les politiques, ils ont commencé à se faire une place en fait au milieu des invités qui de base étaient issus du monde artistique et des chroniqueurs pour faire un peu leur com à une audience qui se désintéresse du coup petit à petit de la politique. Et en fait, c'est bénéfique pour la chaîne et pour le politique, comme on a pu le voir en janvier 2016, du coup, quand Emmanuel Valls, donc le Premier ministre à l'époque, est venu faire la promo des actions et des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Et du coup, ça, c'était sur France 2, dans l'émission On n'est pas couché. Et ça a fait mouche, parce que l'émission a fait sa meilleure audience de la saison ce soir-là, avec 2,1 millions de téléspectateurs. Et du coup, est-ce que vous regardez des émissions d'infodivertissement ? Oui, moi j'en ai longtemps regardé. Hein. Ah ouais, tu regardais quoi ? Bah en vrai, j'ai regardé TPMP au début sur France 4 pendant très longtemps. Okay. Parce que je trouvais qu'il y avait tout en fait. Il y avait un combo de l'actu, etc. Et après petit à petit, je m'en suis détachée. Et j'avoue que là aujourd'hui sur les chaînes mainstream, non, je regarde pas. Et toi, Flo ? Moi je regarde Quotidien de temps en temps. Mais sans plus. Après, je trouve que c'est quand même cool ce genre de programme parce que c'est une manière plus douce de et même d'être au courant de ce qui se passe. Ouais, tu rigoles un peu. Moi, j'aime bien cet avou. Ah oui, moi aussi. Sympa. Moi j'aimais sympa. Je t'aime, etc. Moi aussi j'aimais trop. Après aujourd'hui on a quand même beaucoup les réseaux sociaux, tu vois. Oui, il y a c'est beaucoup vrai. les réseaux sociaux. Après tu vois, ça a vraiment été du donnant-donnant, mais j'ai l'impression que la tendance a quand même changé et que du coup les politiques c'est eux qui ont besoin d'aller sur ces plateaux, que ce soit pendant je sais pas moi les campagnes électorales ou juste pour promouvoir un projet de loi. Par exemple. Bah en fait c'est assez perturbant de se dire que les politiques se sont soumis à ce changement, mais aussi qu'ils l'ont accompagné, parce que en fait ces plateaux-là c'est devenu limite un passage obligatoire dans leur com, si on peut dire. Et en fait il y a quelques années voire décennies, ils inventaient leur propre code de communication, donc avec des campagnes dans le métro, des distributions de flyers, des meetings ou des manifestations. Mais en fait aujourd'hui en participant à des émissions d'infodivertissement, ils sont obligés de respecter les codes et d'assumer l'identité des animateurs et des chroniqueurs qui les accompagnent sur ces plateaux-là. Et je trouve que c'est là qu'est le problème. Et en fait, ces animateurs et ces chroniqueurs, ils sont parfois devenus des people à part entière et ils se mettent en scène plutôt que de mettre en lumière vraiment le projet politique de leurs invités. Après, c'est quand même, comme on se disait, un bon moyen de s'adresser aux gens qui ne voient l'info qu'à travers ces programmes de divertissement. Et aux jeunes aussi. Jeunes. Cible. Ouais.
Ouais, après, en fait, il y a peut-être une volonté de s'adresser, comme tu disais, aux jeunes ou aux classes les plus populaires et d'être pédagogue. Mais en fait, pour moi, c'est un peu un cercle vicieux parce que la politique, ça devient un peu le pilier de l'infodivertissement. Et au final, c'est une erreur parce qu'on n'apporte pas une dimension politique, du coup, au divertissement, mais on finit juste par tout dépolitiser. Est-ce que vous pensez comme moi ou pas du tout? Ben oui et non, parce que enfin je veux dire, tu sais, même quand je regardais TPMP à l'ancienne où il invitait des personnalités politiques, bon je t'avoue qu'il y a des fois je comprenais rien du tout. Donc j'oubliais pas qu'on était quand même dans une dimension politique, tu vois. Après effectivement ça s'élargit à un plus large public, là je suis d'accord. Après moi je pense plus que, en tout cas à mon sens, tout est politique, donc je trouve ça bien aussi d'amener cet aspect-là et de rendre le débat plus accessible, justement. Il y a un truc où ça te pousse, si t'es curieux, à t'intéresser justement à la politique, à avoir envie d'en savoir plus. Et là, tu peux être tenté du coup de t'intéresser à la politique quand tu n'étais pas du tout amené à la base. C'est ça. Après, je pense que, tu vois, je pense un truc, c'est que les chaînes qui poussent ces émissions d'infodivertissement, c'est aussi surtout pour le buzz, parce que parfois, ils posent des questions gênantes ou provocantes aux politiques, juste pour avoir des réactions à chaud, tu vois. Ils savent que ça va faire le clic. Ouais, bah en fait, exactement, puisque ces émissions-là, comme TPMP, donc oui, je vais encore en parler. En fait, ça contribue au buzz, mais aussi à orienter le débat public. Et moi, c'est ça qui me dérange vraiment au fond. Et en fait, c'est pour ça qu'on glorifie un peu des anonymes, qu'on extrapole des histoires qui ont juste un mini impact sur les réseaux sociaux, comme il va y avoir un clash entre deux personnes de télé-réalité. Bah, le lendemain, elles vont être invitées chez TPMP, elles vont se battre. Il y en a une qui va venir, le lendemain, ça sera une autre. C'est ça et puis on va commenter. Et moi, c'est le genre de truc, ça me gave. C'est cacophonique, tu comprends rien. Bah ouais, et en plus, ça prend de la place pour un truc qui... Enfin, il y a d'autres choses à mettre en lumière, je trouve. Grave d'accord. Et je trouve qu'en gros, je trouve qu'en fait, juste c'est agressif. Moi, je trouve ça violent de tout le temps avoir que du conflit ou que des trucs qui vont faire cliquer, quoi. Mais ça marche. En tout cas, pour TPMP, ça s'est retourné contre eux. Je pense que vous vous en souvenez quand il y a eu le clash avec Louis Boyard et Hanouna. Ah oui. Iconic. Alors là, en fait, le jeune député, il a déstabilisé Hanouna en prononçant le nom de Bolloré et en disant qu'il appauvrissait l'Afrique. Et Hanouna, en fait, il s'est directement placé un peu en chien de garde. C'était violent. Et du coup, il a commencé à l'insulter. Et franchement, c'est violent. Et le député, il a même fini par quitter le plateau, donc sous les huées du public et en se faisant lyncher du coup par le présentateur. Je vous laisse écouter. Bah non, tu viens de me dire t'es pas chez toi au moment où j'ai critiqué Bolloré. Mais toi, t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer les Bolloré. J'ai le droit de critiquer Bolloré. Qui tu veux. Franchement, t'as le droit de critiquer du mais t'es à côté. T'es toi qui es ridicule. T'es ridicule. Tout le monde te trouve ridicule. T'es ridicule et t'es irresponsable. Et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi, je fais pas ma thune sur Zemmour. J'ai fait ma thune sur Zemmour, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Et c'est pas de la brutie. On n'a pas du tout lancé sur l'affaire. Bref, c'est hyper violent. Et moi, c'est ouf, je trouve, de tout rendre hyper humain comme ça. Enfin, en gros, Cyril Hanouna, il joue vachement sur l'émotion, au lieu de jouer sur la raison, en disant mais c'est un ami, etc. Ouais. En fait, tranquille. Puis même là, on est au taf. Ouais. Mais du coup, l'émission, elle a été sanctionnée par l'Arcom. Mais bon, ils ont tellement d'audience qu'en fait, et tellement d'argent, tellement d'annonceurs et tout, qu'en fait, ça leur fait ni chaud ni froid d'avoir des amendes de millions d'euros sur le dos et de devoir les payer. Mais bon, en tout cas, moi, je trouve que ça prouve à quel point l'audimat et le buzz, c'est le nerf de la guerre. Et qu'en fait, pour y arriver, malheureusement, on valorise des scènes de vulgarité et d'humiliation comme celle-ci plutôt que des débats plus sérieux et plus intéressants pour tout le monde, quoi. Je suis d'accord. Tu vois, je reviens justement sur ce clash avec le député Louis Boyard. L'Arcom a quand même pénalisé la chaîne C8 avec une amende de 3,5 millions d'euros. Et du coup, selon le régulateur de l'audiovisuel, les propos de Cyril Hanouna ont porté atteinte au droit de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation en méconnaissance des stipulations de l'article 234 de la Convention du service. Mais en même temps, tu m'étonnes. En vrai, t'es invité dans une émission, on t'insulte de... Il s'est fait insulter de merde. Mais ouais, on t'insulte de merde, on t'insulte de débile. Tu te fais huer par un public que tu connais pas. Ouais. Et en même temps, ça a pas changé grand chose parce que justement, dans le complément d'enquête, là, jeudi, on a appris que TPMP a eu une pluie de mises en garde et de sanctions de l'Arcom pour un total de 7,5 millions d'euros d'amende. Mais qu'est-ce qu'ils sont ils sont tellement d'audience, voilà que... C'est ça, on parle de pub à 7 000 euros quand même. Des secondes à 7 000 euros, moi je vois bien. On va parler musique parce que c'est un sujet qu'on kiffe chez Move, mais aussi beaucoup entre nous, toutes les trois. Ces derniers temps, on voit une multiplication des albums communs qui s'accumulent, notamment dans le paysage du rap français ou dans le R&B. Là, dans le rap français, le 1er décembre dernier, Gazo et Tiako, à la surprise générale, ont annoncé leur projet commun, la Mélo et Gang. Et franchement, c'est un sacré succès, les meufs, on est d'accord?
Ouais. Non mais oui, vraiment. Bon, après on n'a pas les chiffres, mais moi en tout cas j'ai kiffé. T'inquiète, j'ai les chiffres, attends. L'album a été streamé plus de 4,4 millions de fois sur Spotify juste 24 heures après sa sortie. Qu'est-ce que t'en dis? En même temps, Tiako et Gazo, c'était le combo gagnant. Du coup, c'est le meilleur démarrage pour un album en commun sur Spotify et c'est le 5e meilleur album de 2023 dans le rap français. Le projet contient 12 morceaux comme 24-34. Faut qu'on reste solide, faut pas qu'on s'oublie. Comme Franklin, comme Léon. Comme Franklin, comme Léon. Rico, tu Michi. Faut pas que ça m'arrive à Wam. Dans mon entourage, y'a des snakes. Moi, on joue dans la Ligue à One. Ou encore Quartier. Full VVS sur mon quartier. Quartier, c'est quelque chose. Même ta bitch arrive veille sur la mif comme on veille sur le papier. Coup de feu pour les voir s'éparpiller. J'ai mes souvenirs d'avant quand je regardais le prix. Bref, cette année, on a eu plein de projets communs. Et d'ailleurs, le 1er décembre, c'était vraiment Noël pour les fans de rap. Puisque Bitume Caviar, volume 1 des rappeurs Isha et Limsa Dolnay est sorti. Et ça, c'était vraiment l'un des projets les plus attendus de l'année. Mais depuis tant qu'il repousse. C'est ça. Oui. Du coup, on écoute un extrait du titre, Le Plan B. L'âme d'un guerrier mais je cogite comme un hippie. J'ai des taches sur les lèvres à cause des matitis. Nous on respecte tout le monde, les directeurs des banques, des vigiles. Mais là il est l'heure de penser 6 chiffres. Le désespoir fait prendre des risques. Je les vois en régie, ils s'enjaillent. On les pleurs, tout ça fait vendre des disques. Y'a de la quali, Il y a un truc, c'est que niveau vente, les projets communs, ça a jamais vraiment été la folie. Mais artistiquement, en vrai, les rappeurs, ils se font plaisir. On l'a senti sur plein de projets de rappeurs. Je peux vous citer Kalash Criminel et Caris qui ont représenté Sevran correctement en 2022 avec l'album Sévère. Il y a eu Zola et Kobalade. Je peux aussi vous parler du projet de Guy de Besbar et Leto l'année dernière avec leur album Jusqu'aux étoiles. Faut que sache que t'es un vrai, pas un fake nigga. Elle me dit de la rejoindre à la maison. Ah oui, ah oui, ah oui. Aïe, aïe, aïe. Ou encore sur celui de Vald et Huss l'Enfoiré avec leur album Horizon Vertical en 2020. Pas de match amical, on joue la finale. Esprit hooligan dans la capitale. Non, non, je suis pas matinal. La juge a dit non. Depuis le projet commun d'Oel Quinry et Danny Dan en 2005, ça faisait un moment que ça s'était perdu et ça c'est quand même un bon classique. Je viens kicker mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC Criminal, Chimio. Bref, depuis quelques temps ça revient en masse. Pourtant je le disais tout à l'heure, niveau vente, les projets communs ça a jamais été vraiment la folie en France. Leïla, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bah alors déjà dans les années 2000 on a fait des tentatives. Comme tu disais, il y a le projet d'Oel Quinry du coup et de Danny Dan qui est sorti en 2005 et qui s'appelle 2005. Du coup et ça donnait ça. Glock dans la gorge, Glock dans la trachée. Je m'attacher, tous les sourires, mais là je suis fâché. J'entends bien mon ami, c'est assez. Et bref, c'est devenu un des albums phares du rap français jusqu'à même 10 ans plus tard, on a fait un peu une suite. Mais du coup, c'est à ce moment-là qu'on a essayé de mettre un peu de hype sur les projets communs en France, tu vois. Et les projets communs, ils s'inspirent des US. Parce que là-bas, c'est le genre de projet, ça cartonne. Bah oui, déjà, parce que là-bas, en fait, les albums communs entre rappeurs, ils font partie intégrante de la culture hip-hop. Et ils fonctionnent de ouf. Et je peux vous en citer plein, mais on va faire une petite sélection, tu vois. Allez, vas-y. Il y a celui de Nas et Damian Marley. Yes. Vous avez déjà écouté quand même? Évidemment. Non. Bon sang, tu vas écouter. Là, tu vas prendre des notes. Tu vas écouter. Okay. Non, mais mardi prochain. Flo, elle nous fait découvrir des fois ces ambiances. T'as vu, on est complémentaires. Oui, c'est vrai que Flo, elle nous fait découvrir ses sons chelous. Donc nous, on va lui faire écouter nos sons qu'on aime, qu'on apprécie. Exactement. On s'apporte. C'est la complémentarité sur Move. Donc bref, il y a l'album de Jay-Z et Kanye West, donc que tout le monde connaît. Flo. Ça, oui. Merci. Oui, ok. Et celui de Drake et Future. Flo. Sûrement. Bref, ils ont quand même connu le succès malgré les univers bien distincts des artistes, tu vois. Et moi, je pense j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, en France, j'ai l'impression qu'on essaye de faire pareil, mais que ça fonctionne pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant en France, parce que les collabs entre artistes français, elles essaient de se faire une place depuis quelques années, et j'ai même l'impression que ça, tu vois, les albums communs, ça a limite remplacé les rééditions. Tu sais, entre deux albums, bah souvent les artistes ils faisaient 4 sons de plus et ils les rajoutaient à l'album et ils refaisaient de la promo dessus. Bah maintenant on s'est dit voilà, on arrête tout ça et on trouve un pote, on fait de la musique ensemble. Ouais, mais c'est mieux. Et c'est parti. Moi je préfère. Franchement, les rééditions c'est un truc qui me gavait un peu. Fou.
Mais en fait, le problème, c'est que le public, il a quand même du mal à adhérer. Et si on prend l'exemple d'Horizon Vertical, l'album de Vald et de Heus l'Enfoiré, dont tu parlais tout à l'heure, ça a pas super bien fonctionné au départ. Mais après, aujourd'hui, c'est quand même un album qui fait de bons chiffres sur la durée. Mais en fait, le souci, c'est que les deux artistes, ils ont quand même des univers et des fanbases super différents. Et en fait, l'auditeur, il a un peu du mal à comprendre l'association et du coup, du mal à écouter, quoi. Je peux comprendre, mais par contre, pour les artistes qui ont des délires plus similaires, ça se passe comment? Bah, si on prend l'exemple de Leto et de Guy de Besbar qui ont sorti leur projet commun Jusqu'aux étoiles du coup l'année dernière. En fait, attendez, d'abord je vous fais écouter. Vas-y. Je vous mets un extrait de Sosa. La Sosa. Mais du coup, ce projet-là, il a fait de très bons chiffres, mais toujours en dessous des chiffres en fait que génèrent chacun des rappeurs individuellement. Mais j'ai un peu l'impression qu'ils se fichent un peu des chiffres ou de la, et que la collaboration c'est juste un moyen de kiffer et c'est pas du tout l'objectif il est pas du tout financier, j'ai l'impression dans ce type de configuration. Et en fait c'est juste que je trouve que le disque il prouve à quel point ils sont fusionnels et à quel point c'est des potes, et moi aussi j'ai envie d'être pote avec eux et j'ai l'impression que ça s'est écrit trop vite, tu vois, c'est des mecs qui étaient en vacances et qui ont juste kiffé travailler ensemble et qui se sont dit bon on poste. C'est comme quand tu fais une photo horrible avec tes copines et que tu dis bon vas-y c'est pas grave on est moche mais vas-y viens. Mais du coup je trouve que c'est quand même un pari osé parce que soit on arrive à fédérer les deux publics et c'est gagné, soit les fans ils sont déçus parce qu'en fait ils s'attendaient à ce que les deux artistes ensemble ils révolutionnent un peu la musique, tu vois. Bon après ils sont pas vraiment perdants. Ouais bah c'est sûr que déjà il y a un aspect marketing qu'il faut pas négliger. Déjà juste le fait de se montrer ensemble et de se faire des blagues, de se filmer et de montrer qu'on est trop amis et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, bah ça sur les réseaux sociaux ça fait grave réagir, ça fait que tu vas en suivre un, tu vas suivre l'autre et petit à petit ça t'amène un peu à leur musique. Mais il y a aussi le fait de se présenter à une nouvelle communauté. Parce que si moi, admettons, j'écoute pas Leto et que j'écoute que de Guy de Besbar et que j'entends Leto avec Guy de Besbar dans un projet entier, bah je vais avoir plein de palettes différentes et me dire bah putain je vais aller sur son Spotify, écoute. Tu vas avoir envie de découvrir l'artiste. Voilà, et tu vas écouter ses anciens projets quoi. Et du coup ça rend juste le public curieux. Et je suis d'accord. Non, moi je suis complètement d'accord. Mais tu vois là, t'as parlé des projets en commun qui marchaient pas super. Mais pour le coup, la Meloé Gang. Mais après c'est très compliqué. C'est quand même les deux artistes qui vendent le plus ces derniers temps. Donc c'était un peu. Si ça fonctionnait pas là, il y avait un problème quand même. De fou. En tout cas, Leïla, t'as choisi ton morceau préféré du projet. Je t'ai demandé. Alors. Ok. Alors pour rappel, petite minute détente. La petite minute détente. Pour rappel, Gazo et Tiako ont fait plaisir à de nombreux fans ce vendredi 1er décembre. En vrai, si vous n'êtes pas au courant, vous vivez où? Donc vendredi, ce vendredi 1er décembre. T'étais au courant? J'étais au courant, mais j'ai pas écouté. Ok, bah très bien. Tu vas écouter là, je rappelle quand même que c'est un projet commun qui a comptabilisé en 24 heures seulement plus de 4 millions d'écoutes sur Spotify. On parle de musique avec du coup les filles, et Leïla nous a expliqué à l'instant pourquoi les projets communs ne fonctionnent pas toujours en France. La recette est quand même, je trouve que la recette est pourtant assez convaincante puisque ces projets sont censés bien mettre en avant les artistes ou encore mélanger leur style. Et pour le coup là on s'est intéressé au rap, mais en vrai il y a déjà eu plein de projets communs dans tous les styles de musique. D'ailleurs Taïk et Dadju qui eux sont dans le R&B, eux ils ont annoncé leur album Héritage qui va sortir le 16 février 2024. On verra si ça marchera, mais en tout cas s'il y a quelque chose qui fonctionne dans la musique tout style confondu, c'est les feats. Donc là les filles on a parlé de rap. Et j'ai une question en termes de variété française, juste pour l'instant culture, c'est quoi votre feat préféré? Que Maka. Moi c'est évidemment Flo, parce que c'est pour mon prénom. Flo elle m'en donnait 15. Pierre Bachelet et Florence Artaud. T'es moi ce qu'elle écoute. Tous les oiseaux en partance. Leïla, toi c'est quoi? Moi c'est Sous le vent, c'est Vision Garou. Ok. C'est parti. Un classique. J'ai sorti la grand voile. J'ai glissé sous le vent. Glissé sous le vent. Ok, je valide. Et toi? Moi? Mais mais alors vraiment sans réfléchir une seule seconde, moi c'est Vivo per lei d'Andrea Bocelli et Hélène Ségara, dédicace à tous les Italiens. Je suis triste et je l'appelle. Vivo per lei nel vortice. Ma vie. Elle est trop belle. Les frissons. Mais vraiment quelle magnifique chanson d'amour. Je peux d'aide. Là on parle d'elle, mais sympa. Incroyable. Tu critiques pas Andrea Bocelli? Mais critique pas, j'ai dit sympa. Sympa.
Là, on parle quand même des titres qui nous ont marqués depuis des décennies. C'est des titres qui sont quand même devenus des classiques. Florence, du coup, j'ai une question. Est-ce que le feat ne serait pas un pari gagnant ? Un peu. Franchement, les featuring, feat pour les intimes ou duo d'artistes pour les plus pudiques, occupent depuis des années la moitié des top 10 de singles et sont régulièrement en tête des plateformes de streaming. D'autant plus que c'est de plus en plus facile d'en produire puisque maintenant, t'as même plus besoin d'aller en studio. En fait, on t'envoie un son et tu peux te contenter de chanter par-dessus et faire limite un retour de mail. Vous, est-ce qu'il y a un feat qui vous a retourné le beat cette année qui... Waouh. Retourner le beat, c'est-à-dire genre qui t'a saoulé ou... Non. Parce que moi, j'allais dire Jul, vous-même, vous savez. Avec tout ça clique là, je peux pas. Mais elle est je suis désolée, mais ça, faut censurer. Hein. Désolée. Faut censurer. Moi, un feat qui m'a retourné le bid, la meuf sans aucune originalité, Gazo et Tiakola. Et toi? Moi, c'est Franklin Saint, SDM et Salcrack et Z. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, mais c'est fou. Lourd. De toute façon, tout ce qui touche à SDM est extrêmement lourd. Et toi, Flo? Moi, c'est Simia et Kalika. Mais on avait écouté, vous étiez pas... Mais faudra c'est pas grave, sympa. Parce que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui a pas de genre, comme avec en 2002 Axel Red et Renaud, par exemple, sur Manhattan Kaboul. C'est différent. Mais ça s'est quand même multiplié avec la popularisation du hip-hop qui l'utilise par essence en fait. Le rap ayant était tenu à l'écart de la médiatisation pendant longtemps. Il y a tout de suite eu cette culture du coup du partage et de l'entraide. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez qui est l'artiste qui en comptabilise le plus? C'est l'artiste que j'écoute jamais. C'est Juju. Ouais, exactement. Est-ce que vous saurez dire combien? Parce que le chiffre est énorme. Une centaine. Ouais, une centaine. Et 259. Mais en même temps, si tu te bases sur la productivité de Jul, il sort combien de morceaux par an, ce mec-là? Énormément. Du coup, j'ai une question, Flo. Ça rapporte quoi concrètement à un artiste de faire un feat? Déjà, il y a une dimension artistique, bien sûr. Ça permet à un artiste d'explorer un nouvel univers et parfois un univers totalement différent du sien. On le voit de plus en plus, comme avec Al Capote, par exemple, quand il invite Philippe Catherine sur Amour. Donc là, il s'agit d'un mélange poétique de rap et de variété française qu'on voit un peu partout en ce moment, j'ai l'impression. Et j'adore. Ou même quand un Lil Nas X collabore avec Billy Ray Cyrus et fait fusionner du coup cette fois le rap avec la country sur Alton Road. Et en fait, ça veut pas dire que ça y est, tous les Francis en veste en cuir qui militent pour le retour de la country vont se mettre à écouter du gros rap, mais au moins ça permet de faire de belles découvertes pour ceux qui ont tendance à rester dans leur case. Est-ce que vous, il y a des artistes que vous auriez jamais écoutés, que vous avez découvert via un feat? Moi, Laylo, je l'ai découvert avec un feat avec Tortoise, qui maintenant s'appelle Carmen, et Ormaz. Moi, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à Lucen de Yakuza après son feat avec Hamza. En 2020. Mastar, vraiment iconique. Mais du coup, la démarche, elle est quand même plus commerciale qu'artistique. Ouais, clairement, ça permet aux artistes d'exister même quand ils font plus d'apparitions solo, mais surtout, ça permet à ceux qui n'existent pas de sortir de l'ombre. C'est ce qui s'est passé avec Damso, qui s'est fait connaître du grand public en 2015 grâce à sa collaboration avec Booba sur le titre Pinocchio. Et du coup, lui, en plus, c'est loin d'être le seul. En fait, arrivé dans le game avec l'appui d'un ancien, ça a lancé la carrière de nombreuses têtes d'affiche. Il y a même des stratégies d'annonce qui se développent, comme le fait de masquer ses feats, je sais pas si vous avez remarqué, mais comme l'a fait Dimos par exemple sur Hiver à Paris, pour un peu surprendre ses fans, mais ça reste un luxe de faire ça. Ouais, mais même juste le fait de les annoncer, c'est quelque chose de ouf. Là, je sais pas si vous avez vu la dernière annonce de Kershak. Non. En gros, il a annoncé son prochain album, donc en faisant limite un mini-film et tout, trop cool. Et à la fin, il donne un peu le nom de ses feats. Ouais. Mais genre, c'est trop bien fait et c'est vraiment le truc que t'attends. Tu te dis, ok, cool. Son album, il va être cool. Mais il est avec qui dessus? Parce que du coup, tu partages aussi ta fanbase et tu peux capitaliser sur la notoriété de l'autre. Ouais, exactement. Souvent, ça ne bénéficie qu'à une personne, surtout. Et encore, puisque si ton produit est pas bon, t'auras beau faire le feat de l'année, ton ticket d'entrée, il vaudra rien. Et on a tous en tête des feats où c'est triste, mais l'invité a bouffé le principal. Mais bon, toujours est-il que, par exemple, Nino, il a une centaine de feats à son actif. Et selon les stats, si tu fais un feat avec lui, t'as 5,8 fois plus de chances d'être streamé. C'est-à-dire que concrètement, si tu publies un album et que chaque titre est joué
joué 100 fois, le feat avec Nino, lui, il sera joué 580 fois. Et pour autant, lui, il est tellement haut, déjà qu'il a pas besoin d'aucun feat sur son album, par exemple, Réfé pour qu'il fasse un carton, tu vois. Incroyable. Ouais, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à la base, il était en discussion pour collaborer dessus avec Cardi B, mais ça s'est pas fait parce qu'elle est tombée enceinte. Ouais, c'est vrai. Mais Cardi B, en vrai, elle lui aurait coûté tellement cher. Ouais, mais elle aurait fait le N. Elle aurait dit, parce qu'en France, c'est plus un échange de bons procédés. Là, aux États-Unis, faut vraiment sortir les sous. Sauf pour Jay-Z qui refuse qu'on le paye pour un feat. En même temps, t'as vu l'argent qu'il a. C'est vrai. Ah, il veut pas qu'on le paye. Non. Mais je pense qu'il marche au couture. Bon, après, il fait pas énormément de chiffres. Il fait ça pour l'amour de la musique. Pour dire non aussi, donc d'un autre côté. Après, payer, ça peut paraître normal, mais en France, comme je disais, c'est surtout l'histoire d'une rencontre, comme par exemple quand Mr V confiait qu'il n'avait pas payé Jul pour leur collaboration. Le son, c'est Pirelli. Je suis la merde quand le soleil se couche. Tes max 530 comme Jul. J'étais sur tes max, j'ai fait des délits. Et en fait, c'est parce que Jul, c'est lui qui fixe lui-même ses prix comme il est autoproduit. Là où un mec comme Joker, par exemple, qui travaille avec un producteur indépendant, n'aura pas le dernier mot, au même titre que ceux gérés par des majors comme Nekfeu, où c'est en fait à la maison de disques de gérer. D'accord. Et au States, ça marche comment ? En fait, c'est sur la base d'une grille tarifaire, un peu comme les joueurs de football avec leur clause de libération, et c'est hors de prix. C'est-à-dire que, par exemple, Booba, il avait fait marche arrière pour un feat avec Rihanna parce qu'elle demandait 500 000 €. Non, mais attends, de toute façon, Booba, c'est le roi des feats qui ont jamais... ouais. Par exemple, lui, il veut plus faire de feat avec Nino parce qu'il a dit qu'il a trop collaboré avec ses ennemis, et pareil pour Vald, après qu'il ait partagé un titre avec Maître Gims. En gros, si tu veux travailler avec Booba, tu te mélanges avec personne. Ouais, il a des problèmes avec tout le monde. Exactement. Et en plus, ça me fait penser parce que pendant mes recherches, quand je regardais les feats qui se sont jamais faits et leurs histoires, il y en a un qui m'a choquée. Vous trouverez jamais la raison pour laquelle Madonna a refusé de collaborer avec David Guetta. Non, ils se sont engueulés, je sais pas, en boîte. Parce qu'elle était pote avec Cathy, son ex-femme, je sais pas. Parce qu'il était scorpion. Ah ouais? Ouais, en fait, ils discutaient autour d'un café, elle lui a posé la question de son signe astro, et puis là, le drame, battait scorpion, donc elle s'est levée et elle s'est cassée. Bon. En tout cas, voilà, je vais finir par une question qui est très bang-bang. Mais vous, c'est quoi votre featuring de rêve? Vas-y, Leïla. Moi, c'est un Hamza Summer Walker. Mais un Hamza bien amoureux qui regrette les conneries qu'il a faites et ça tout. Ça peut grave être joli. Une Summer Walker qui est triste, qu'on a trompé et tout. Vous me les mettez ensemble, Oh ouais, bah moi je suis très soul, j'aime trop les meufs qui ont des voix incroyables comme Summer Walker. J'aime beaucoup Georgia Smith pour l'Angleterre et Her pour les States. Donc un feat avec mes belles gosses préférées. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et toi? Moi je pense, là en ce moment j'écoute en boucle l'album de Johanna, donc je dirais Johanna et Pink Floyd. Je pense que ça ferait un truc genre un peu psychédélique. Un truc un peu flow. Allez, il est 19h52, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, l'hebdo qui décrypte l'actu culture et société. Je vous disais qu'ils nous ont annoncé récemment leur futur album commun qui sortira le 16 février 2024 et le 15 février, du coup, ça sera le jour de mon anniversaire, les filles. Je préfère vous le rappeler. Ils se produiront ensemble à l'Accor Hotel Arena. Ça risque de provoquer un séisme, je pense, sur la planète R&B. Alors là, les meufs, on part tout de suite aux States. On part tout de suite aux États-Unis avec la question suivante. Les paroles d'une chanson ont-elles valeur de preuve? Est-ce qu'on peut utiliser en fait les chansons comme pièce à conviction dans un procès? Ça a été le cas, en tout cas cette année en France, dans l'affaire MHD en septembre dernier. Je vous explique ce qui se passe aux States. Depuis 1 an, l'affaire passionne les États-Unis puisque Jeffrey Lamar Williams, qui est le rappeur Young Thug de 32 ans, est accusé d'association de malfaiteurs et de participation aux activités criminelles d'un gang. Ce gang s'appelle les Young Slim Life. Les YSL. Exactement, les YSL, à ne pas confondre avec la célèbre marque de luxe. Et je vous le dis, c'est pas des petits de la cour de récré, clairement. Déjà, pour rappel, Young Thug, c'est ça. Ou encore ça. Il est vraiment venu faire la révolution dans nos oreilles, cet homme. Exactement. Et du coup, Young Thug, il est jugé par 12 jurés qui sont réunis à Atlanta. Et écoutez bien, l'accusation va présenter à la barre 17 extraits de ses textes qui constituent selon elle des aveux sur ses pratiques criminelles. Bien sûr, ses avocats contestent, bien sûr, pour eux, c'est absolument pas possible. Ils contestent la pratique puisque rien ne prouve que des paroles expliquent la vérité et c'est un argument défendu aussi par l'industrie musicale. L'industrie musicale, elle
craint de voir la créativité de ces artistes bridée. En gros, ils ont peur que le fait d'utiliser les textes en cas de problème judiciaire nuise à leur créativité et aussi que ça affecte disproportionnellement les Afro-Américains. Leïla, t'es notre Atlanta police judiciaire du jour. Dis-nous pourquoi il faut absolument que les paroles de chansons de rap soient exclues des tribunaux. Alors déjà, c'est bien connu. En gros, les artistes de rap et de hip-hop, ils glamourisent et mystifient un peu les liens qu'ils peuvent avoir avec le crime. Et souvent, ils sont issus de milieux défavorisés. Et des artistes comme Jay-Z, 50 Cent, Pusha T ou encore Young Thug racontent un peu les guerres des gangs, le deal, la violence, qui soit mêlée de près ou de loin, ou même pas du tout en fait. Et comme tu disais, Young Thug, ça lui a porté préjudice parce qu'au cours de son procès qui a lieu en ce moment, en fait, le juge, il a décidé d'utiliser ses sons comme preuve de ses activités criminelles. Donc là, on mêle clairement les faits de l'affaire et l'expression artistique. Et pour moi, on est vraiment au max du ridicule. Vraiment. On reproche en fait, soit on reproche des vraies choses et on a des preuves, soit on se la ferme. Et puis, citer des paroles de rap, c'est vraiment un moyen de condamner quelqu'un juste en faisant des raccourcis, je trouve. Et vous en pensez quoi? Leïla, Atlanta, police judiciaire, je suis totalement d'accord avec toi. Mais moi aussi, ça me choque. T'as le droit de mentir. Ça ne sous-entend rien, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Autant c'est des petits qui ont grandi comme Kanye avec leur daronne. Même moi je peux faire un son et dire des dingueries. Moi aussi je peux dire des dingueries et sans forcément dire que j'étais dans la drogue. Tu vois, je peux juste inventer que je sais pas, je fais du saut en parachute alors que j'en ai jamais fait. J'ai côtoyé plein de gars qui faisaient de la musique qui parlaient d'histoires d'amour qu'ils n'avaient jamais vécues, tu vois. Puis des fois tu racontes aussi le quotidien des choses que t'as vécues de loin. Et tu te racontes des histoires, c'est un scénario. Enfin c'est le but aussi d'être un artiste. Et puis comme je disais, en fait c'est l'essence même du rap que de jouer sur le flou qui concerne le crime, tu vois. Grave. Du coup, engager les paroles devant un tribunal, c'est s'engager sur une pente glissante. Ah ouais, mais une pente glissante déjà qui est un peu devenue la routine aux États-Unis. Il y a beaucoup de rappeurs anonymes du coup qui ont vu leurs paroles utilisées contre eux. Et là, en fait, on est juste choqués parce que c'est Young Thug et que c'est super médiatisé. Mais du coup, c'est pas la première fois, quoi. Non, c'est pas la première fois. Non. Tu le savais? Bien sûr. Moi, je l'ai appris avec Young Thug. Franchement, j'étais choquée. Non. Moi aussi, ça m'étonne pas. Ah ouais? Il y a que moi qui vivais. Après, moi, c'est parce que dans d'autres affaires, je sais que ça n'a rien à voir, mais des autrices, on leur avait reproché des faits dans des livres, alors que c'était des autofictions. Enfin, pareil. Ouais, c'est le même principe. Mais après, du coup, pour les affaires qui se rapprochent un peu de celles de Young Thug et qui viennent d'anonymes, on a Lawrence Montag. Du coup, lui qui a été accusé de meurtre en 2017 dans le Maryland. Et en fait, pendant qu'il attendait sa condamnation, il s'est mis à écrire des textes de rap. Et dans un de ses textes, il menace de mort, je sais pas moi, un ennemi ou quelqu'un, tu vois. Et ces paroles-là, elles ont été utilisées comme preuve directe de sa culpabilité et du coup ont mené à sa condamnation. Et en fait, c'est tellement grave parce que ça fragilise aussi la liberté d'expression et la liberté artistique parce que oui, le rap, c'est de l'art, je le dis, je le répète, même si ça ne vient pas en gros de l'élite comme un peu la peinture ou la musique classique, ou le cinéma, c'est de l'art et il faut aussi que les artistes ils puissent s'exprimer tranquille, quoi. Mais ça me fait penser à un truc qui a rien à voir avec la musique. Vous voyez l'affaire O.J. Simpson? Il a tué sa femme et lui il a écrit un livre où littéralement il explique le meurtre et le mec n'a jamais été condamné parce que lui il a été défendu par le meilleur avocat au monde et qui est le père des Kardashians, de ouf. Bref, en tout cas c'est surtout que le rap, pour en revenir à la musique, c'est surtout que le rap c'est un genre, un des genres musicaux dans lesquels on évolue le plus avec la violence. Du coup les rappeurs seront les plus condamnés si on suit un peu cette logique. Mais bien sûr, en fait, si on va encore plus loin, c'est un genre musical du coup qui émane des minorités et en majorité du coup qui est pratiqué par les Afro-Américains qui sont déjà défavorisés par le système judiciaire dans leur pays. Par exemple, en 2002, aux États-Unis, il y avait plus de Noirs en prison que de Noirs à l'université. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, c'est ouf. Mais c'est atroce à entendre. Et donc du coup, l'utilisation des paroles des artistes, elle va permettre aux juges et aux procureurs de créer un peu une image de l'accusé. Et en fait, ça va être super difficile à contredire parce que c'est un rôle qu'il aura lui-même joué et lui-même poussé. Et en fait, ce qui me saoule aussi, c'est parce que, là je me plains beaucoup, j'avoue, je fais la bénévole du rap. Mais en gros, c'est que les textes, ils sont violents, mais il n'y a pas que dans le rap qu'on peut évoquer la violence. Par exemple, dans le métal, c'est juste que vu que ça crie, on l'entend pas forcément. Mais tellement. Mais en gros, c'est que le rap, il est juste dans le collimateur de la justice en général. Et on fait toujours ce lien entre les paroles de rap, c'est violent. Du coup, ça va augmenter la criminalité dans certaines zones, etc.
Et je trouve qu'il y a aussi trop de préjugés. Et puis je trouve que c'est aussi super hypocrite, parce que en gros, on sépare l'homme de l'œuvre que quand ça concerne une personne issue d'une minorité, j'ai l'impression, et on va pas, par exemple, emprisonner un acteur parce que dans un film il a tué quelqu'un. Bah là, je trouve que c'est pareil. Exactement. Et si ça devient la norme, par exemple, de prendre des lyrics comme preuve, bah en fait, ça va donner des idées à d'autres pays. Ouais, bah déjà que là, le Royaume-Uni, ils sont un peu en train de faire le même move avec la drill. Ouais. Parce que bah pareil, c'est un genre qui c'est tout ce qui est Top Boy et tout, les mecs qui mettent des enfin tu sais qu'ils ont un peu lancé cette mode là de mettre des cagoules, le délire avec les chlasses et tout. et ben du coup en gros le procureur donc du Royaume-Uni il dit qu'il va rester attentif quand même aux paroles de ces chansons-là. Comme quoi ça leur a donné des idées. Après, la question de la citation des paroles de chansons de rap, ça préoccupe beaucoup les juristes, principalement aux States. Parce que, par exemple, en 2020, il y a un collectif de spécialistes de l'Université de Californie qui s'est formé du coup pour publier un guide afin d'aider les avocats qui ont des clients qui sont rappeurs ou chanteurs de hip-hop et qui ont vu leurs paroles se retourner contre eux. Et en fait, ils ont fait un peu un guide de quoi faire, comment dézinguer un peu la défense, l'argumentation de ceux qui disent qu'ils sont coupables à cause de ce qu'ils ont pu écrire. Et il y a même une pétition qui a été signée par environ 100 000 personnes et qui demande à ce que la loi limite la capacité du ministère du coup à se servir de l'expression artistique comme preuve d'une activité criminelle. Bah heureusement qu'ils existent en vrai. Ouais, mais bon après je sais pas si ça aura autant de poids que ça. C'est ça. Moi je pense sincèrement, je pense qu'ils peuvent signer toutes les pétitions de la terre, le système américain judiciaire ne changera pas. Il est basé sur les inégalités donc ça va être compliqué mais on va garder de l'espoir. Tu vois, tout à l'heure, Leïla, tu me demandais si j'étais au courant tu me demandais si je savais que c'était pas la première fois qu'ils avaient eu affaire à ce genre de recours. Vous vous souvenez en 2019 de l'affaire 6ix9 ? Vous vous souvenez ou pas ? Lui, il encourait jusqu'à... Voilà, la snitch, la poucave. Lui, en fait, il encourait jusqu'à 47 ans de prison pour son appartenance au gang de New York, les Nine Trey Gangsta Bloods. Et en fait, lui, pour alléger sa peine, il a accepté de témoigner contre ses anciens associés. Ouais, okay. Et pareil, ces chansons avaient été scrutées et justement à l'époque, une journaliste du New Yorker avait dit que selon elle, derrière cette controverse judiciaire des paroles de la chanson, se cachait en réalité une histoire de racisme et de stéréotypes, de violence, d'agressivité, de non-conformisme que les autorités ont intériorisé à propos du rap et de leurs représentants. C'est exactement ce que tu disais en fait tout à l'heure. Donc franchement, connaissant un petit peu le passif avec les stéréotypes aux États-Unis, je suis pas sûr que ça va changer. Mais par exemple, 6ix9ine, vu qu'on va parler de street cred, lui il a perdu sa street cred avec la médiatisation de son procès et avec le fait que maintenant ça soit la snitch par excellence. C'est ça. Des fois on dit même plus tu snitch, on dit tu 6ix9ine. Et oui, il y a un code d'honneur dans les quartiers et encore plus aux États-Unis, c'est qu'il ne faut jamais poucave. Et oui, retenez bien ça. Et là, on va parler environnement maintenant à l'occasion de la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU. La COP28, comme on l'appelle, a commencé le 30 novembre et elle se déroule jusqu'au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Déjà, une COP, c'est quoi ? C'est une conférence qui réunit les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aussi des acteurs et actrices du climat. Du coup, cette édition 2023, elle est attendue au tournant pour répondre à l'urgence climatique. Et ouais, les drames climatiques de cette année, ils sont pour quelque chose. En 2021, le monde a été marqué par des phénomènes météorologiques assez extrêmes. On se souvient des feux en Amazonie, en Californie ou en Grèce. En 2022, c'était la catastrophe également puisqu'on repense à la sécheresse, aux inondations au Pakistan ou encore à la déforestation en Amazonie. Et en ce qui concerne notre année, 2023, c'était vraiment pas mieux parce qu'on peut citer les feux au Canada. En Grèce, Flo, t'étais en Grèce cet été, c'était catastrophique. Hallucinant. Ou encore les inondations meurtrières. Bref, faut agir. Concrètement, là, faut agir. Et cette année, la COP28 est attendue sur un enjeu majeur, la prise de position sur les énergies fossiles, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, les énergies fossiles sont responsables de plus de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça, c'est selon l'ONU. On écoute un extrait du long discours du président Emmanuel Macron qui donne ses objectifs à long terme pour la France, justement sur la question des énergies fossiles. Dès 2030, les énergies fossiles seront largement minoritaires dans le mix énergétique français pour la première fois depuis la révolution industrielle. Et nous devrons définitivement tourner la page d'ici à 2040-45 du pétrole et 2050 du gaz.
Alors si la question des énergies fossiles c'est le point essentiel de cette COP28, il y a aussi un sujet qui fait polémique, c'est le lieu de cette réunion. Comme je vous l'ai dit en début d'intro, cette année c'est à Dubaï, donc aux Émirats Arabes Unis. Et j'avoue, ça peut sembler assez drôle quand on sait que Dubaï est la première ville des Émirats Arabes Unis, qui est l'un des premiers pays producteurs et exportateurs de pétrole au monde. Donc là-bas, l'économie est extrêmement dépendante de ce qu'on appelle l'or noir. Virginie, c'est notre animatrice de la matinale. On n'est pas fatigué tous les matins de 6h à 9h sur Move. Et elle est incollable en matière d'environnement. Elle va nous expliquer pourquoi la ville de Dubaï a étonnamment été choisie cette année. Salut les filles, salut à tous. Alors en fait, cette année, la règle voulait que la COP28 ait lieu en Asie. C'est un peu comme la Coupe du Monde de foot il y a quelques années. Les COP sont organisées à tour de rôle dans les 5 groupes régionaux qui sont déterminés par les Nations Unies. Donc il y a l'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et Caraïbes, l'Europe centrale et orientale et enfin l'Europe occidentale. Et à l'intérieur de ces groupes, les pays s'organisent pour faire émerger une candidature pour accueillir la conférence. Donc il y avait la Corée du Sud qui avait déposé une candidature mais qui s'est retirée au dernier moment. Et ensuite, ils ont décidé que ce serait les Émirats Arabes Unis et donc la ville de Dubaï. Et ensuite, cette candidature doit être validée par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et c'est eux qui ont vraiment le dernier mot. Donc pour la COP28, la décision a été prise lors de la COP26, c'était à Glasgow en novembre 2021. Donc oui, tous les pays ont bien validé ce choix. Ils ont tous validé ça. Et Flo, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, je pense que ouvrir une conférence climatique à Dubaï, donc aux Émirats Arabes Unis, où c'est le 7e producteur mondial d'or noir, c'est bof. Une conférence qui en plus est présidée par Sultan Al Jaber, ou le patron de la compagnie pétrolière nationale, c'est encore plus bof. En tout cas, va devoir convaincre tout ce beau monde de limiter les énergies fossiles. On dirait presque le début d'un épisode de South Park. Mais c'est bien le défi de la COP28. Selon un sondage Odaxa Mascaret, ce choix d'endroit est un choc pour 68% des Français, qui pourtant sont 90% à trouver que l'enjeu est crucial à juste titre. Est-ce que ça vous choque, Dubaï ? Mais qui ça ne choque pas ? Mais même, vraiment, Dubaï, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de l'écologie ? Je te jure. Il y a la clim dehors là-bas. Clairement. Il y a la clim dehors. C'est fou. Moi, je trouve que je suis sûre qu'il n'y a pas de mouches dans leur pays. Elles supportent pas la chaleur, je pense. Elles supportent pas la clim. Faudrait qu'on se renseigne. En même temps, là, c'est quand même ouf parce que le moment est particulièrement grave. Clairement, le dérèglement climatique, il fait plus rire personne ou presque. Là où avant, ça paraissait loin pour certaines personnes, c'est devenu plus concret que jamais puisque ça perturbe déjà profondément nos questions et nos quotidiens avec des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents comme cet été, on le disait avec les incendies de malades en Grèce par exemple. En plus de ça, l'année 2023 s'annonce d'ailleurs comme la plus chaude de l'histoire avec une température moyenne mondiale de 1,4 degrés supérieure à l'ère pré-industrielle entre 1850 et 1900. Du coup, clairement, l'objectif fixé en 2015 lors de l'accord de Paris de contenir en fait cette évolution à 1,5 degré, il paraît juste impossible. L'ONU a annoncé que la tendance actuelle nous mène plus vers un monde plus chaud de 2,5 à 3 degrés. Et on peut se dire que la différence, ça va, c'est pas énorme comme écart, mais en fait, si moi j'avais entendu un exemple de quelqu'un qui disait que c'était comme avoir une fièvre entre 37 degrés et 41, je sais pas, la différence est énorme parce qu'elle est juste létale. Et ce qui contribue le plus au réchauffement climatique, ce sont les énergies fossiles, dont Al Jaber, du coup, avec sa compagnie, et les Émirats Arabes Unis, avec leurs champs de gaz et de pétrole, font partie des principaux producteurs. Donc, il y a de quoi être sceptique. Ouais, exactement. Et justement, par rapport à ça, pour certaines personnes, y aller, donc à Dubaï, c'est aussi de permettre, justement, de mettre le pétrole au cœur du débat. L'idée, c'est qu'on peut pas résoudre la crise climatique en prêchant que les convertis. Et moi, je trouve ça plutôt sensé parce que ça sert pas à grand chose finalement de discuter des énergies fossiles si les pétroliers ils sont pas là en fait. Okay. D'autant plus que le dicton les absents ont toujours tort, prendre l'ampleur pour les grandes décisions car ce serait donner plus de place aux lobbyistes finalement. Et à noter que c'est le seul endroit inclusif où on peut faire entendre la voix des communautés qui sont affectées directement par le réchauffement climatique, donc c'est quand même très précieux. D'autant plus qu'en plus les Émirats Arabes Unis se présentent du coup comme un des champions des énergies renouvelables. On peut citer la vitrine, pas en vitrine, l'éco-ville de Masdar City. Ouais, je sais pas si tout le monde en a entendu parler, mais Masdar du coup c'est la ville qui a poussé en plein désert en 2006. Déjà. Et que les Émirats présentent comme la ville parfaite pour les canicules. En fait, il peut faire jusqu'à 50 degrés là-bas, mais on arrive à rester à une vingtaine de degrés grâce aux énergies renouvelables. C'est une ville expérimentale qui est toujours en chantier parce que le projet il a été freiné par la crise financière de 2008. Initialement, c'était prévu pour 50 000 personnes à peu près, et là, il serait que 5 000 habitants pour l'instant, dont 15 000 salariés qui viennent y travailler chaque jour. Et pour l'heure, c'est donc un énième projet
projet immobilier de luxe, mais ça montre en effet qu'il s'y connaît en énergie renouvelable, l'air de rien, et c'est déjà ça. Maintenant, il faut le convertir à la sobriété plutôt qu'à la technologie comme il le fait. Est-ce que vous croyez que c'est faisable, qu'il peut se dire bon bah... Impossible. Voilà, je vous le dis. Bon, après... Rien n'est impossible, mais impossible. Ouais. Alors, moi, je suis plus nuancée. Alors, effectivement, donc investir et développer les énergies renouvelables, c'est une bonne chose, oui. Mais seulement si ça permet de se passer d'énergie plus polluante et que ça nécessite pas du coup de faire des nouvelles infrastructures, par exemple dans le désert. Ouais. Donc, je sais pas. Ça, à mon avis, ça résoudra pas l'ensemble du problème. On marche sur la tête. Ouais, mais à fond. Puis en plus, à côté de ces ambitions politiques assez louables, on se retrouve face à des aberrations écologiques à quelques kilomètres, comme là pendant mes recherches, j'ai vu qu'en fait la nouvelle folie à Dubaï, c'était de faire du jet car. C'est quoi ça? C'est genre du jet ski voiture? Ouais, c'est rouler sur l'eau avec des sortes de jet ski justement en forme de voiture. Ah, ça s'appelle jet car. C'est ça. Pour 600 € de l'heure, tu peux voguer sur les flots en Ferrari. Oui, et du coup, ces véhicules, ils s'ajoutent aux nombreuses offres polluantes pour attirer les influenceurs et les touristes fortunés, comme les pistes de ski et les stades de foot climatisés. Et d'ailleurs, pour rappel, les Émirats, c'est quand même plus de 19 tonnes de CO2 par habitant, quand en France, c'est 5 fois moins. Nous, on est autour de 4 tonnes par habitant. C'est juste c'est démesuré. Ouais, complètement. C'est démesuré. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que 8 Français sur 10 estiment que cette COP ne parviendra pas du tout à fixer ces nouveaux caps, du coup, pour limiter tout ce qui est réchauffement climatique. Ouais, d'ailleurs, pour l'élu de Bordeaux et fondateur du World Impact Summit, Nicolas Pereira, du coup, ce serait clairement pas constructif, et il en parlait chez Arte. La première chose que les gens font, c'est rire quand on leur dit que la prochaine COP aura lieu à Dubaï. On ne peut pas confier à un État le soin de devoir définir la réduction de la production des énergies fossiles, alors même que cet État qui va accueillir la COP, les Émirats Arabes Unis, annonce, avant même la tenue de la COP, qu'il n'y aura pas d'accord qui prévoirait la réduction des énergies fossiles parce que ça n'irait pas dans leur intérêt, et qu'en plus, ils annoncent qu'ils vont augmenter leur production d'énergie fossile au moins jusqu'en 2030. Donc moi, j'appelle pas les États à ne pas se rendre à cette COP, mais en revanche, toute la société civile, les ONG, les entreprises, les collectivités de manière générale qui ne participent pas aux négociations, il faut absolument qu'elles s'abstiennent de s'y rendre pour marquer le fait que la façon dont est organisée cette COP ne convient pas aux ambitions, aux enjeux du climat qui sont ceux d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, à des milliers de kilomètres de Dubaï, du coup, le collectif Scientifiques en Rébellion a décidé d'organiser un contre-sommet pour protester. C'était du 30 novembre au 3 décembre à Bordeaux, et en fait, ce sommet était participatif et ouvert au public. Et en fait, ils se sont posés pas mal de questions, et notamment celle du bien fondé même des COP, en déplorant du coup que dans tous les cas, les gouvernements pouvaient échapper à leurs promesses. Et c'est vrai que c'est hyper légitime de se poser la question, est-ce que pour vous, une COP, ça sert encore à quelque chose ? Ouais, moi je pense, parce que tu vois, par exemple, grâce à l'accord de Paris, la communauté internationale, elle s'est engagée à faire son possible justement pour contenir ce réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, comme tu disais tout à l'heure, voire le limiter à 1,5 degré. En gros, elles permettent, moi je pense, elles continuent quand même à permettre de se fixer des objectifs. Ouais, mais justement, tu vois, on est hyper loin du compte, on l'a même un peu dépassé, et moi je pense qu'elles sont utiles, mais en fait elles sont pas assez ambitieuses ni contraignantes, donc d'un autre côté... Il faut qu'elles se modifient dans leur fonctionnement. Et qu'elles se déroulent pas à Dubaï. Surtout. Avec Florence et Leïla, là on discute de la COP28, donc la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU. Donc j'expliquais que cette année l'enjeu c'est vraiment de réussir à inscrire dans le marbre le fait qu'on va abandonner progressivement les énergies fossiles, parce que selon l'ONU, les énergies fossiles sont responsables de plus de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Bon, alors pour rappel, l'objectif principal de l'accord de Paris, c'est vraiment de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, et de continuer les efforts pour limiter encore et encore l'augmentation de la température à 1,5 degrés Celsius. Du coup, cette année, la COP28, elle se déroule à Dubaï. Le temple du pétrole, je sais, c'est assez paradoxal. Et justement, Flo, tu nous expliquais pourquoi c'était hypocrite, mais Flo, tu n'as pas été la seule à nous évoquer cette idée. Qui ça ? Bah ouais, en fait, il y a eu un rapport qui a été publié aujourd'hui par l'ONG Global Witness, et selon eux, jamais une conférence sur le climat n'a accueilli autant de lobbyistes des énergies fossiles. C'est drôle, non ? C'est un truc de fou, parce qu'en fait, les énergies fossiles, elles compteraient près de 2500 lobbyistes, loin devant les représentants des 10 pays les plus vulnérables au changement climatique. Pour vous citer quelques exemples des représentants des énergies fossiles qui sont là-bas, on peut citer Patrick Pouyanné, qui est le PDG de Total Energy, accrédité par la France,
L'Italie, eux, a ramené des cadres d'Eni et l'Union européenne des employés de BP, Eni et ExxonMobil. Donc vous voyez un petit peu le genre de représentants tous qui les sont... pétroliers ensemble c'est ça. À Dubaï. Exactement. C'est les grands géants du pétrole qui sont réunis dans le temple du pétrole. Du coup, cet événement se passe aux Émirats Arabes Unis et le président émirati du sommet, Sultan Al-Jaber, est lui-même directeur de la compagnie pétrolière nationale. Et là, je crois que tu as quelque chose à nous dire. Là, tu vas nous parler de tout ça. Déjà, je vais vous parler de lui parce qu'en fait, le Guardian, donc c'est un journal anglais, ils ont publié ce dimanche du coup une vidéo qui nous montre un peu le vrai fond de sa pensée. Donc Sultan Al-Jaber, il disait du coup qu'aucune étude scientifique ne dit que la sortie des énergies fossiles va nous permettre de réduire le réchauffement climatique d'1,5 degré d'ici 2100. Et je rappelle quand même que les énergies fossiles, même si on le dit depuis tout à l'heure, c'est genre le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Et qu'en fait, elles sont responsables de l'accélération du réchauffement climatique. Et vu qu'on fait jamais assez de rappels, je rappelle aussi que Sultan Al-Jaber, c'est un pétrolier. Donc en fait, il a aucun intérêt à ce qu'on arrête d'utiliser les énergies fossiles. Mais en fait, le fait d'utiliser des études scientifiques ou de dire qu'il n'y en a pas, en fait, pour servir ses intérêts, c'est quand même un procédé problématique et qui est souvent utilisé par les industriels. Et en fait, ils font ça pour convaincre l'opinion et influencer un peu les pouvoirs publics. C'est ça. Et le plus surprenant aussi, c'est que c'est appuyé par des vrais scientifiques. Ouais, et justement, c'est ça qu'installe le doute dans les esprits, et les entreprises elles utilisent des procédés subtils pour manipuler l'information scientifique. On a l'exemple du coup Sultan Al-Jaber, on va le dire beaucoup ce soir. Mais du coup pour les compagnies pétrolières, elles aiment bien par exemple semer le doute sur les origines humaines du réchauffement climatique en disant c'est peut-être pas nous, peut-être qu'il se passe un truc, peut-être que la Terre elle se réchauffe toute seule, ou encore les multinationales de la boisson qui détournent un peu l'attention du sucre en pointant du doigt par exemple le fait qu'on fasse pas assez d'activité physique ou qu'on mange pas assez de légumes. Mais il y a pas à se dédouaner comme ça en fait. Il y a pas, faut assumer les gars. En plus c'est des sujets parfois compliqués où du coup je dis c'est un scientifique en plus, pourquoi il mentirait? C'est ça. Et du coup tu vois ça me rappelle aussi la stratégie de contre-attaque pour le glyphosate. Oui, en fait c'est pareil, on parle de science washing, donc science washing. Ce soir on est très américain, anglais et tout. Et bref, l'entreprise de pesticides du coup, elle avait adopté un peu une stratégie qui s'appelait le Let Nothing Go. Et en fait, en gros, à chaque fois qu'il y avait une mention négative, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias sur un de leurs produits, et ben en fait ils contre-attaquaient systématiquement avec des réponses un peu scientifiques ou des trucs qui étaient un peu manipulés pour dire le contraire de ce qu'on disait sur eux. Pour les contrer, mais de toute façon en fait ils sont tellement puissants, au final ils finissent par produire eux-mêmes de la matière scientifique. Ouais, et en fait c'est du vrai sur mesure. Ils financent des études pour défendre leurs intérêts, et souvent dans ces études-là, il n'y a pas de résultats de recherche originaux. En fait l'objectif c'est juste de critiquer les études indépendantes qui prouvent que ces produits-là ont des effets nocifs, exactement. Et en fait tout ça dans le but de donner l'impression qu'il y a un désaccord dans la communauté scientifique. Et du coup, en fait, c'est ça qui entretient le doute et qui retarde un peu les prises de position, que ce soit du gouvernement ou des autorités publiques. Quoi. Attends, il y a même aussi des fois où des entreprises, elles ont leur propre labo et elles financent elles-mêmes des études qui vont dans leur sens. Ouais, c'est le cas de Total, qui a son propre laboratoire et qui nous pond un peu des petites enquêtes toutes les semaines, etc. Et c'est légal, et à chaque scandale, ça l'est en fait, c'est parfaitement légal. Et le pire, c'est qu'en fait, ces études fournies par les fabricants qui les ont commanditées, par exemple, elles sont protégées par le secret commercial. Donc du coup, en fait, les données, elles sont jamais publiées dans les revues. Donc les expertises indépendantes, elles sont impossibles. Vu que tout est placé sous le secret du commerce, etc. Mais je sais pas les mots. Exactement. Et du coup, selon des recherches américaines, les études scientifiques du coup réalisées sous le sponsor, elles ont 4 à 8 fois plus de chances de déboucher sur des résultats favorables au produit. Et ça, par exemple, dans le tabac, c'est quand même 90% de chances de plus de donner raison au tabac, quoi. Oh, c'est un truc de Et ouf. du coup, le plus inquiétant, c'est que avant ça, en fait, les études, elles étaient juste destinées au ministère, et aujourd'hui, en fait, elles visent surtout le public, qui est de plus en plus soucieux de ce qu'il consomme. Et en fait, mettre le doute dans les esprits du plus grand nombre, ça va rendre l'interdiction de certains produits encore moins convaincante et beaucoup plus compliquée que si juste on essaie de convaincre 3 hauts fonctionnaires, quoi. Mais il n'y a pas à être manipulé comme ça en fait. Là, mais je reviens sur le tabac, je suis juste choquée en fait. Il n'y a pas plus nocif. Non, mais c'est une catastrophe. Mais c'est comme la dernière fois on parlait de l'industrie du tabac, quand ils faisaient appel à des médecins pour promouvoir certaines marques plutôt que d'autres en disant que celles-ci elles rendaient moins malades que d'autres. C'est le même principe, et je pense que dans 20 ans on aura honte d'avoir autorisé autant de choses.
C'est sûr et certain. En tout cas, on espère que la science sera respectée quand même à l'issue de cette COP28. Je rappelle quand même que beaucoup de défenseurs du climat sont sceptiques cette année vis-à-vis de cette COP qui est organisée à Dubaï et qui est présidée par le pétrolier Sultan Al-Jaber. Et l'enjeu central de cette COP, encore une fois, c'est l'avenir des fossiles. Alors pour l'instant, les options qui visent à inscrire une réduction ou une sortie du charbon, du pétrole ou encore du gaz, ça figure dans le document de travail qui sont actuellement justement négociés par tous les pays participants. Et si par chance ça finit par figurer dans l'accord final, et ben ça serait une première dans l'histoire des conférences mondiales sur le climat, et évidemment une très bonne nouvelle pour l'avenir de l'humanité. On sera pas là en 2100, mais on espère en tout cas que qui sait. Peut-être que d'ici là, vous savez, il va s'en passer des choses dans la science. Ça, c'est sûr. Il est 20h50 les filles, la pluie et le beau temps, c'est fini pour aujourd'hui.